Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. Grand moment de communion dans la commune de Kaloum. Musulmans et chrétiens se sont retrouvés autour d'une veillée de prière pour la paix et pour le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya. L'initiative est portée par la Fondation Générale Lansana Conté et on va en parler dès le début de ce journal. Nous allons ce soir vous raconter l'histoire de la forêt de Kakimbo dans la commune de Ratoma, une biodiversité exceptionnelle qui porte le passé de la Guinée mais qui reste très marquée par les activités de l'homme. Entre inquiétude et défi de sa protection, c'est le grand format de ce journal. La Guinée continue de briller sur la scène mondiale du tourisme. Notre pays est représenté en Espagne au Salon international La Future 2026, une occasion pour nos acteurs d'exposer les potentialités touristiques dont dispose la Guinée. Une de nos équipes est sur place. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Vous êtes les bienvenus dans ce journal que nous ouvrons par deux décrets. Décret D 2026-0001 PRG-SGG mettant fin aux fonctions du Premier ministre chef du gouvernement et des autres membres du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le décret D 2024-044 PRG CNRD SGG du 27 février 2024 portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement, vu le décret D 2024-051 PRG CNRD SGG du 5 mars 2024 portant structure du gouvernement, vu le décret D 2025-101 PRG CNRD SGG du 30 juin 2025 portant et complétant la structure du gouvernement, vu le décret D 2025-0139 PRG CNRD SGG du 29 juillet 2025 portant nomination des membres du gouvernement, vu la lettre relative à la démission du Premier ministre et des autres membres du gouvernement en date du 22 janvier 2026 décrète. Article 1er. En application des articles 80 et 85 de la Constitution, il est mis fin aux fonctions de M. Amadou Ouriba, Premier ministre, chef du gouvernement et des autres membres du gouvernement. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 22 janvier 2026, président Mamadi Doumbouya. Décret D 2026-0002 PRG-SGG relatif à l'expédition des affaires courantes à la suite de la fin des fonctions du Premier ministre chef du gouvernement et des autres membres du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le décret D 2024-044 PRG CNRD SGG du 27 février 2024 portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement, vu le décret D 2024-051 PRG CNRD SGG du 5 mars 2024 portant structure du gouvernement, vu le décret D 2025-101 PRG CNRD SGG du 30 juin 2025 modifiant et complétant la structure du gouvernement, vu le décret D 2025-0139 PRG CNRD SGG du 29 juillet 2025 portant nomination des membres du gouvernement,
Vu le décret D 2026-001 PRG SGG du 22 janvier 2026 mettant fin aux fonctions du Premier ministre chef de gouvernement et des autres membres du gouvernement. Vu la lettre relative à la démission du Premier ministre et des autres membres du gouvernement en date du 22 janvier 2026, décrète. Article 1er. Le ministre directeur de cabinet de la primature, le directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale, les secrétaires généraux des ministères et les secrétaires généraux adjoints du gouvernement et des affaires religieuses sont chargés d'expédier les affaires courantes en attendant la nomination d'un nouveau gouvernement. Article 2. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 22 janvier 2026, signé président Mamadi Doumbouya. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi sous la haute autorité du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya. La rencontre a permis aux membres du gouvernement d'apporter plusieurs questions, d'aborder donc des questions liées au développement socio-économique du pays. Voici un extrait du compte-rendu du Conseil avec le général Amara Kamara, porte-parole de la présidence de la République. Compte rendu du Conseil des ministres du 22 janvier 2026. Le président de la République, son Excellence M. Mamadi Doumbouya, a adressé ses sincères remerciements aux chefs d'État, aux représentants d'organisations et institutions internationales qui ont honoré de leur présence la cérémonie d'investiture présidentielle qui s'est tenue le 17 janvier 2026 au stade général Lansana Conté de Nongo. Le chef de l'État a également adressé ses sincères remerciements au peuple de Guinée pour sa mobilisation massive et exemplaire lors de l'investiture. Le président de la République a accepté la démission du gouvernement qui lui a été présentée par le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Amadou Ouriba. Il a indiqué que, conformément aux usages républicains, cette démission permet de marquer un nouveau départ après l'élection présidentielle du 28 décembre 2025, qui s'est déroulée dans le calme et dans une ambiance festive. Il a profité de l'occasion pour féliciter le Premier ministre ainsi que l'ensemble du gouvernement pour les différentes responsabilités et missions qu'ils ont exercées au service de la nation. Il a précisé que ces responsabilités sont un honneur et surtout un engagement au service du peuple de Guinée. Le chef de l'État, son Excellence M. Mamadi Doumbouya, a ensuite informé le gouvernement démissionnaire que, conformément à la Constitution de notre pays, il signera aujourd'hui 2 décrets. Le premier pour mettre fin aux fonctions du Premier ministre chef de gouvernement et celles des autres membres du gouvernement. Et le second pour charger le ministre directeur de cabinet de la primature, le directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale, les secrétaires généraux des ministères et les secrétaires généraux adjoints du gouvernement et des affaires religieuses d'expédier les affaires courantes en attendant la nomination d'un nouveau gouvernement. Le président de la République, son Excellence M. Mamadi Doumbouya, a demandé au Premier ministre et aux ministres démissionnaires de garder leurs véhicules, leur domicile et la protection adaptée au contexte en attendant la mise en place d'un nouveau gouvernement. Il a confié à M. Amadou Ouriba la mission de faire grandir la mouvance politique, la Génération pour la modernité et le développement, GMD,
pour la mise en œuvre progressive de ses composantes pour la tenue des prochaines élections, notamment législatives. Le chef de l'État a informé qu'à partir du mois prochain, il fixera la date des prochaines élections, conformément à l'article 74 du Code électoral. Enfin, le président de la République a invité le Conseil national de la transition de bien vouloir accélérer l'élaboration et l'adoption des autres lois organiques restantes pour assurer le fonctionnement normal des institutions et de l'État. Pour le Conseil des ministres, le porte-parole de la présidence de la République. Merci. Et puis, mesdames et messieurs, c'est un acte républicain que vient de poser le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, a déposé ce jeudi sa déclaration de biens à la Cour suprême. Par ce geste hautement symbolique, le président de la République démontre une fois de plus son attachement au respect de l'état de droit, à la primauté de la Constitution et au bon fonctionnement des institutions de la République. Omar Bari. Conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur, le président de la République, chef de l'État, commandant en chef suprême des forces armées, son Excellence, le président Mamadi Doumbouya, a procédé ce jeudi 22 janvier 2026 au dépôt officiel de sa déclaration de patrimoine auprès de la Cour suprême. Cet acte intervient après son investiture régulière le 17 janvier 2026 et s'inscrit strictement dans le respect de l'article 60 de la Constitution qui impose au président de la République l'obligation de déclarer ses biens dans un délai institutionnel de 10 jours après son entrée en fonction. Acte de dépôt de déclaration de biens. Non. Fodé Bambara, premier président de la Cour suprême. En application de l'article 60 de la Constitution, certifiant avoir reçu ce jour 22 janvier 2026 de son Excellence M. Mamadi Doumbouya, président de la République, régulièrement investi le 17 janvier 2026, la déclaration écrite sous l'honneur de ses biens. La présente déclaration, déposée dans le délai constitutionnel de 10 jours suivant l'investiture, est remise sous pli fermé et scellée, enregistrée sous le numéro 001. Disons qu'elle sera conservée par la Cour suprême conformément aux règles de confidentialité et de conservation en rigueur. Disons que le présent acte vaut preuve de dépôt régulier de la déclaration des biens exigée par la Constitution. Fait à Conakry, le 22 janvier 2026. Par ce geste hautement symbolique et juridiquement encadré, le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, démontre une fois de plus son attachement au respect scrupuleux de l'état de droit, à la primauté de la Constitution et au bon fonctionnement des institutions de la République. La déclaration de patrimoine ainsi déposée sera conservée par la Cour suprême conformément au texte en vigueur. Elle constitue un instrument essentiel de transparence, de redevabilité et de bonne gouvernance, valeur au cœur de la refondation de l'État prônée par le chef de l'État. En donnant l'exemple au sommet de l'État, le président de la République envoie un signal fort à l'ensemble des responsables publics, les invitant à se conformer aux exigences constitutionnelles et éthiques liées à l'exercice de la charge publique. À travers cet acte de déclaration de biens, le président de la République réaffirme que la refondation de l'État repose avant tout sur l'exemplarité des dirigeants, la moralisation de la vie publique et la restauration de la confiance entre les gouvernants et les citoyens. Ce dépôt de déclaration de biens s'inscrit ainsi dans une dynamique globale visant à bâtir une gouvernance responsable,
transparente et respectueuse des principes républicains, socle indispensable à la construction d'une Guinée nouvelle, juste et prospère. Par ce geste, Son Excellence le Président Mamadi Doumbouya inscrit son action dans l'histoire institutionnelle du pays et consolide les fondements d'un État refondé au service exclusif du peuple souverain de Guinée. Merci à Oumar Baré. À présent, le contenu de cette lettre de félicitations du président de la République du Niger, Niamey, à son Excellence, M. Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée-Conakry. Monsieur le Président et chers frères, j'ai l'immense plaisir de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations à la suite de votre brillante victoire lors de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 en Guinée. Le grand peuple de Guinée vient ainsi de vous accorder sa confiance pour continuer à présider à ses destinées après la transition que vous avez dirigée avec succès. Aussi, je ne doute point de ce que, sous votre mandat, la Guinée, pays frère et ami du Niger, renforcera sa stabilité pour accélérer son développement socio-économique. Je saisis également la présente occasion pour vous assurer mon entière et constante disponibilité à œuvrer de concert avec vous, Excellence, pour le raffermissement des liens d'amitié, de fraternité et de coopération qui existent entre nos pays. En vous renouvelant mes sincères félicitations et mes vœux de succès dans l'accomplissement de votre exaltante et noble mission, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération, le général d'armée Abdou Rahman Tiani. Une grande nouvelle ce soir avec la réintégration de la Guinée au sein de l'Union africaine. Les sanctions sont totalement levées et le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, est même convié au sommet de l'institution qui doit se tenir en février prochain. L'annonce a été faite ce jeudi au cours d'une rencontre spéciale organisée à cet effet. Les membres du Conseil paix et sécurité ont suivi avec attention les explications de la délégation guinéenne mandatée par le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. En attendant, à Kaloum, la Guinée a prié d'une seule voix, je le disais au sommaire, une grande veillée religieuse, nationale et inclusive s'est tenue à la place des martyrs en faveur de la paix, de la nation et du président de la République, musulmans et chrétiens réunis dans un même élan spirituel sous le haut patronage du président du CNT, Dr Dansa Kourouma. Donc c'est une rencontre qui a permis de prier pour la paix et pour la prospérité dans notre pays. Ablaye Diallo, Mohamed Diansani. Cette veillée religieuse nationale inclusive s'est déroulée autour du thème « Un seul peuple, une seule prière, un destin commun pour la Guinée ». Elle a connu la participation d'une centaine de leaders religieux musulmans et chrétiens des 4 régions naturelles du pays, ainsi que de nombreuses délégations internationales venues des pays frères. Tous prient pour la paix, l'unité nationale et la réussite du premier mandat du président Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, nous nous retrouvons, faisant un appel, non seulement pas que pour les musulmans, mais aussi pour les chrétiens, qu'on puisse faire des bénédictions pour le président élu, parce que Dieu a accepté nos invocations, pour le dire merci, merci au Seigneur, le sera reconnaissant. Cet événement inédit marque une étape majeure dans le renforcement du vivre ensemble et de la fraternité interreligieuse. Des khalifes de la République, des oulémas de notre pays qui se sont donné la main pour venir passer cette nuit ici aujourd'hui pour implorer le bon Dieu pour le général Mamadi Doumbouya. C'est pour venir remercier le Seigneur et invoquer son nom pour ce pays, la Guinée, qu'il vient de doter d'un homme pour diriger les destinées. C'est pour encore dire merci au Seigneur, mais lui confier ce pays pour que demain soit plus meilleur qu'aujourd'hui. Cette veillée a été également l'occasion pour les 2 grandes confessions religieuses d'implorer la bénédiction divine pour la Guinée et les Guinéens. Dr Dansa Kourouma salue l'unité d'action des différentes communautés religieuses rassemblées dans un même élan de foi. C'est une initiative qu'on souhaite pérenniser pour que, après chaque investiture institutionnelle, qu'il y ait une investiture religieuse. Parce que la Guinée est un pays de foi.
C'est un pays où 99% de la population croit à Dieu, en un Dieu unique. Et le serment du président est jure par Dieu. Et nous prenons cette initiative comme ça se fait dans certains pays, mais c'est une première en Afrique, que le président de la République élu et installé soit accompagné par des prières et bénédictions, par cette veillée religieuse inclusive de toutes les religions. Nous n'avons pas que des fidèles ici, nous avons les plus grands chefs religieux du pays qui sont là. Nous avons les représentants de toutes les églises du pays. C'est une communion de prière unique. Nous appelons les chefs religieux du pays pour installer le président de manière religieuse, par des prières, par des bénédictions, sur le trône que Dieu bénira. Parce que quand Dieu bénit le trône du président, rien, aucun homme ne peut l'ébranler. Dans un contexte national marqué par de grands défis, cette veillée religieuse nationale inclusive a envoyé un message fort, celui d'une Guinée rassemblée, unie dans la prière et tournée vers un destin commun. Dans le reste de l'actualité, le comité de pilotage de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives en Guinée vient de se réunir ici à Conakry. Au cœur des échanges, la mission de dissémination du rapport ITIE à l'intérieur du pays. Il a été aussi question de l'examen et de l'approbation du plan de travail et budget 2026. Prochaine étape, les préfectures minières du pays pour un dialogue direct avec les communautés. On fait le point avec Moussa Kouyaté. La mission prochaine de dissémination de l'ITIE Guinée dans les zones minières était au cœur des échanges du comité de pilotage. Les membres ont approuvé les termes de référence et budget de la mission pour aller rencontrer et échanger avec les communautés. Il ne s'agit pas de collecter les informations sur les paiements et les revenus, mais il faut les porter à la connaissance d'un large public, de tous les citoyens, que chacun sache qu'au cours de cette année, que c'est ce montant-là qui a été payé par les sociétés minières au niveau des régies financières de l'État et au niveau des communes. Il faut que les communes sachent quels sont les montants qui leur ont été payés, que ce soit au niveau des redevances superficielles, que ce soit au niveau du FODEL, que ce soit au niveau du Fonds national de développement local. Il faut que ces informations soient connues. Au-delà d'informer les citoyens, ITIE va être à l'écoute des populations de ces zones minières autour de leur collaboration avec les sociétés. Recueillir également leurs avis, c'est le plus important, surtout leurs avis, comment ils souhaiteraient que la collaboration soit menée sur le terrain. Vous savez, souvent il y a des conflits parfois entre les sociétés qui extraient les ressources minières et les communautés au niveau local. Et il y a aussi des avantages, des ristournes qui leur sont dus. Donc il est question d'aller rencontrer ces communautés, expliquer les objectifs de ces sociétés qui s'installent, comment les ressources vont être exploitées, quels sont leurs droits et comment ils doivent cohabiter, travailler en communion avec tous les acteurs qui sont sur le terrain. La Guinée est un pays minier et pour mieux servir les communautés et l'État, ITIE souhaite l'assistance technique, matérielle et financière des autorités et des partenaires au développement. Le contenu de ce communiqué à l'attention des pensionnés militaires, zone spéciale de Conakry. La Direction générale des pensions militaires et anciens combattants informe l'ensemble des pensionnés militaires relevant de la zone spéciale de Conakry qu'il sera procédé dans le cadre de la mise en œuvre du processus de bancarisation des pensions à la création des comptes bancaires au profit des pensionnés. À cet effet, les pensionnés concernés sont invités à se rendre à compter du vendredi 23 janvier 2026 dans leur centre de payerie respectif en vue de l'ouverture des comptes dans l'une des banques de leur choix parmi les banques retenues par la DGPMAC. Les pensionnés sont priés de se munir des pièces suivantes: pièce d'identité en cours de validité, certificat de résidence, 4 photos d'identité, le dernier bulletin de paye. La DGPMAC compte sur la bonne compréhension et la collaboration de tous. Pour les pensionnés militaires de l'intérieur du pays, un programme leur sera communiqué ultérieurement. Faite à Conakry le 22 janvier 2026, la directrice générale de brigade Fatoumata Yari Silla, grand officier de l'Ordre national du mérite. À Boké, la justice veut changer de rythme. À peine installé, le nouveau procureur de la République après le tribunal de première instance s'attaque au dossier en souffrance
En prélude aux audiences foraines annoncées, il promet une action placée sous le sceau de la rigueur et de l'efficacité. C'est un reportage de Nabi Kamara. Quelques mois seulement après sa prise de fonction, le nouveau procureur du tribunal de première instance de Bokeh s'attaque aux dossiers en souffrance. Il les place au cœur de ses priorités pour restaurer la confiance entre son institution et les citoyens de Kakandé. Quand je suis venu d'abord, j'ai recensé tous les dossiers en souffrance, qu'il s'agisse des dossiers correctionnels ou qu'il s'agisse des dossiers criminels. Avec l'avènement du CNRD à la tête du pays, les interférences dans les procédures judiciaires ont cessé. Pour matérialiser son engagement, il annonce l'ouverture prochaine d'une session criminelle à Bokeh afin de rapprocher, selon lui, la justice des justiciables et d'accélérer le traitement des affaires pénales. Dans un proche avenir, je compte ouvrir la session criminelle à Bokeh. Des audiences au cours desquelles on juge les crimes, les présumés auteurs des crimes. C'est le cas des accusés pour viol, c'est le cas des accusés pour vol à main armée, c'est le cas des accusés pour trafic illicite de cocaïne, trafic illicite international de cocaïne. C'est le cas, par exemple, de meurtre, le fait de donner volontairement la mort à son prochain. Ce sont ces dossiers qui feront l'objet d'examen. Des journées portes ouvertes et échanges directs avec les citoyens sont envisagés par le procureur pour mieux expliquer le fonctionnement de la justice dans la région administrative de Bokeh. Nous allons dire à cette occasion, c'est quoi la justice? Comment accéder à la justice? Quels sont les frais de justice qui sont obligatoires? Et quelles sont les procédures qui sont gratuites? Quand un citoyen a un problème, vers qui il faut aller? Enfin, un projet de rencontre entre officiers de police judiciaire, parquet et avocats pour renforcer la coordination au sein de la chaîne pénale figure en bonne place au programme du procureur du tribunal de première instance de Bokeh. On en vient maintenant à ce tournant décisif au centre de santé de Wanindara. Après plusieurs années d'accompagnement, Médecins sans frontières Belgique transfère officiellement la gestion du projet de prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida au ministère de la Santé. Un retrait progressif, porteur d'espoir, mais aussi d'inquiétude, alors que la continuité des soins reste une question centrale dans notre pays. Adia Toubari et Moussa Bangora pour des explications. Depuis sa mise en œuvre en 2007, le projet VIH du centre de santé de Wanindara a permis un accès gratuit et régulier aux traitements antirétroviraux, un suivi et un accompagnement psychosocial de près de 2500 malades. Avec le départ de MSF Belgique, la responsabilité de la prise en charge revient désormais entièrement aux structures nationales de santé. On est très heureux, après 18 ans, de pouvoir se désengager progressivement, parce que c'est quelque chose de très progressif qui a été fait en concert vraiment avec les autorités. Donc en fait, ce qui a été fait ici, c'est vraiment un support en termes d'infrastructure, en termes de laboratoire, en termes d'intrants, en termes de formation au personnel. Grâce à ces actions, des vies ont été transformées en espoir, ravissants, et des défis autrefois insurmontables ont trouvé des solutions durables. Sur le terrain, patients et associations expriment leurs préoccupations et redoutent des ruptures de médicaments, une baisse de la qualité du suivi biologique et médical. Aujourd'hui, si je vois le départ de MSF, ça c'est une crainte, forte crainte pour moi, parce que je ne vois pas le relais qui est présent actuellement pour prendre cette relève pour les enfants et adolescents qui sont suivis dans cette structure. Du côté du ministère de la Santé, les autorités se veulent rassurantes. Nous sommes vraiment honorés de cette passation. Nous voyons que le centre de santé de Wanindara passe à une nouvelle ère. Nous continuerons à faire la dispensation des médicaments. Nous garantissons également le suivi des patients en leur offrant des soins de bonne qualité. Ce transfert marque ainsi une étape décisive dans la nationalisation de la lutte contre le VIH-Sida en Guinée. Un processus qui nécessite des moyens suffisants et un suivi constant afin d'éviter tout recul dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH en Guinée.
Au même moment, à Boké, la direction préfectorale de l'élevage vient de lancer une vaste campagne de vaccination des chiens, une initiative de l'État qui vise à prévenir la rage et à renforcer la protection des populations ainsi que des animaux domestiques. Younous Atawel Kamara. Zéro décès humain dû à la morsure de chiens d'ici 2030, c'est le slogan de cette vaste campagne de vaccination des chiens initiée par l'État guinéen à travers le ministère de l'élevage. Ici à la maison des jeunes de Boké, les agents formés pour la circonstance sont mobilisés pour mener cette opération dans la préfecture. À travers cette campagne, il s'agit donc de protéger le cheptel contre la maladie fort et impacté économique, améliorer la productivité animale et les revenus des éleveurs. La rage étant une maladie mortelle, cette initiative a été mise en place pour vraiment veiller sur la santé publique. La préfecture de Boké a eu l'honneur de recevoir 10 000 doses de vaccins pour pouvoir éradiquer cette maladie au sein de cette préfecture. Cette journée est mise à profit par les propriétaires des chiens de la commune urbaine de Boké pour venir librement faire vacciner leurs fidèles animaux de compagnie. Un chien non vacciné, c'est des vies qui sont en danger. Donc c'est pourquoi on a des enfants à la maison. Pour protéger la vie des personnes, je suis obligé de vacciner mon chien. Les chefs de quartier, les citoyens, les chefs de secteur, c'est de les inviter à respecter cette campagne de vaccination, à sortir tous les chiens, errants ou pas, qui soient vaccinés contre la rage. Parce que la rage est une maladie qui se transmet à l'homme. Comme dirait l'autre, mieux vaut prévenir que guérir. C'est en cela que cette vaste campagne de vaccination revêt toute son importance pour ces animaux domestiques. Merci à Younoussa Tawel Kamara. On va parler maintenant, mesdames et messieurs, de l'autosuffisance alimentaire. Le comité de pilotage de l'unité de gestion de la chaîne de valeur du riz vient de tenir sa 6e session ordinaire ici à Conakry. L'objectif est d'évaluer les activités réalisées, de faire le point sur celles en cours et de renforcer la coordination des acteurs engagés dans le développement de la filière rizicole pour l'année 2026. Les détails avec Nabila Moussa Kamara. Les travaux de la 6e session du comité de pilotage de l'unité de gestion de la chaîne de valeur du riz réunit l'ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet. Cette rencontre permet de dresser le bilan des avancées enregistrées et d'évaluer l'état d'exécution des activités du projet de développement de la filière riz. Cette session nous permettra de procéder à une relecture objective, critique et concertée du programme de travail et budget annuel pour la période de janvier à décembre 2026. L'objectif est d'apporter les amendements nécessaires et d'identifier les obstacles potentiels à sa mise en œuvre afin de formuler des recommandations idoines. Face aux enjeux de la sécurité alimentaire en Guinée, le gouvernement guinéen, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, réaffirme son ambition de renforcer la production rizicole nationale. Les grandes orientations du projet sont présentées aux participants au cours de cette session. Au nom de Madame la ministre de l'Agriculture, de remercier la Banque islamique de développement et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, qui sont deux de nos partenaires hautement stratégiques sur lesquels nous pouvons toujours compter pour la formulation et le financement d'importants projets comme le PDCR et surtout dans l'accompagnement de notre pays vers un véritable développement socio-économique conformément à la vision du président de la République, son Excellence le président Mamadi Doumbouya. On a bénéficié des formations des producteurs sémenciers cette année. On a aussi bénéficié de certains matériels agricoles sur le terrain pour la réalisation des travaux, surtout au niveau de la transformation de la production. Pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, le comité de pilotage définit les mécanismes devant encadrer la mise en œuvre des activités prévues pour l'année 2026. À l'issue des travaux, des recommandations sont formulées afin d'identifier des solutions durables pour accélérer le développement de la production du riz en Guinée.
Cet autre communiqué qui nous émane de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée. La SIAG salue les efforts du gouvernement et de la Direction générale du port autonome de Conakry pour les mesures prises depuis le 10 décembre 2025 dans le cadre de la fluidité des opérations logistiques et la lutte contre la congestion de la plateforme portuaire. En dépit de ces efforts louables, force est de constater qu'un nombre important de conteneurs restent bloqués au sein de la plateforme portuaire, faute d'un enlèvement par les propriétaires. Préoccupée pour une grande fluidité des opérations portuaires, la SIAG lance un appel pressant à l'ensemble des opérateurs économiques détenteurs de conteneurs en souffrance au port autonome de Conakry afin de prendre toutes les dispositions nécessaires pour leur sortie avant le 31 janvier 2026, délai de rigueur. La SIAG sait compter sur la bonne compréhension de l'ensemble des opérateurs économiques concernés et c'est signé le président, M. Mamadou Baldé. Nous allons braquer ce soir nos projecteurs sur la forêt de Kakimbo, plus qu'un simple espace boisé. La forêt de Kakimbo est un symbole de notre histoire et de notre culture. Exploitation abusive, urbanisation galopante, elle se trouve malheureusement menacée par l'activité de l'homme et par le changement de climat, des effets qui inquiètent et qui appellent aujourd'hui à notre responsabilité collective. C'est le grand format de ce journal avec Noumousso Diakité. Ici, nous sommes dans la forêt de Kakimbo, située dans la commune de Ratoma. Elle s'étend de Ratoma Centre jusqu'à une partie de Hamdallah en passant par Kipé. À cause de sa vaste diversité de flore, cette zone est classée et protégée depuis la période coloniale et la Première République. Parmi cette richesse végétale se trouve une variété de cactus, une plante vertueuse de laquelle Kakimbo tire son nom. C'est elle qui a donné son nom à toute cette zone. Dans la famille des cactus, vous constaterez que généralement les feuilles sont à bout épineux. Mais sauf que nos cactus de Kakimbo n'ont pas de bout épineux. Ça, c'est le baga ancien qui dit Kakimbo. Le Soussou va vous dire Kaki. Mais à l'époque, c'est le baga qu'on parlait dans cette zone. On dirait que c'est une plante protectrice. Les gens aimaient se laver avec pour guérir des maladies. Mais il y a des scientifiques qui ont étudié le cactus, dégagé à la fois l'importance scientifique, mais aussi médicinale et même économique. À l'intérieur de cette forêt, on peut voir de grosses pierres superposées, des sources d'eau et des grottes. Des hommes ont vécu sur ce site depuis le néolithique. La découverte des malles, des ustensiles de cuisine et autres objets en pierre polie en est la parfaite illustration. Toute une légende entoure ce site. Du point de vue scientifique, c'est un site qui est classé comme site préhistorique par les premiers explorateurs, puisqu'ils ont découvert des objets en pierre polie. Sur le plan mystique, il y avait des offrandes jusqu'aux années 62, 63. C'est une zone qui était protégée. Pour nous qui avons vécu un petit bout du temps de cette protection traditionnelle, quand je vois ce tas d'immondices à côté des chutes, ça fait verser des larmes. Parce qu'à l'époque, c'était un lieu extrêmement propre. On disait, si vous déposez une ordure, ça va vous porter malheur. Ce site historique se dégrade progressivement à cause des actions anthropiques. Ces sources d'eau se dénombraient à 100, mais de nos jours, il n'en reste que moins de 5. Celles-ci servent d'ailleurs de station de pompage d'eau à certaines entreprises. Même les chutes d'eau y ont disparu et les eaux stagnantes sont polluées. L'environnement est complètement détruit avec l'installation de l'abattoir qui est à côté. Et il y avait aussi un dépotoir d'ordures. Nous profitons pour dire à toutes les bonnes volontés, aux départements qui sont tous concernés par la protection de l'environnement, la valorisation des sites, qui viennent en contact avec les autorités locales, les autorités communales, qu'on puisse essayer de mettre en place des politiques pour valoriser. La forêt Kakimbo est un véritable patrimoine historique qui abrite une partie de notre identité culturelle. La conservation et la valorisation de cet héritage pourrait être une autre source de revenus pour la Guinée.
Merci à Noumousso Diakité et à toute son équipe pour le grand format de ce soir. Célébration de la Journée internationale des migrants en Guinée. En raison du calendrier électoral, la commémoration a été reportée au 21 janvier 2026. À cette occasion, le réseau syndical de migration en Guinée a exposé les difficultés rencontrées par de nombreux migrants à l'étranger. La structure salue par ailleurs l'engagement du gouvernement guinéen en faveur du respect de leurs droits fondamentaux. Compte rendu, Nabila Moussa Kamara. La date du 18 janvier 2026 est consacrée à la Journée internationale du migrant. Pour des raisons de calendrier électoral, l'événement est célébré ce 21 janvier 2026. Ici, au siège de la CNTG-USTG, cette activité est organisée à l'occasion par le réseau syndical de migration en Guinée. Depuis l'aube de l'humanité, la migration a toujours existé. C'est virtuel, c'est ce qui constitue le monde. Et depuis, ça a toujours existé. Donc la migration n'est pas mauvaise en soi. La Guinée a toujours accueilli dans le cadre de la solidarité africaine. Donc tout Africain qui est en Guinée est chez lui. Et lui et sa famille. Il n'y a aucune distinction. Je suis quitté jusqu'à Sierra Leone pour venir ici pour travailler, pour gagner de l'argent. Moi, je suis un chauffeur. Il y a une société Aquaprise. Je travaille avec ça. Mais c'est bon comme ça. Pour prendre en compte les droits et devoirs des migrants, le réseau syndical de migration en Guinée invite les institutions nationales et internationales à faire face aux problèmes que traversent les migrants dans certains pays. La migration internationale est aujourd'hui motivée par la recherche du bien-être. Il est fort regrettable de constater que certains pays africains, notamment ceux du Maghreb et de l'Afrique du Sud, maltraitant les migrants et des fois même procèdent au trafic d'êtres humains. C'est pourquoi le réseau syndical de migration de la Guinée demande au gouvernement guinéen, à travers le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, à lancer un appel solennel à tous les États membres de l'Union africaine UA afin de pouvoir observer certaines recommandations. Pour une gestion saine et humaine de la migration dans le monde, le réseau syndical de migration en Guinée œuvre pour renforcer la culture et d'assistance aux personnes en difficulté. À l'occasion de la célébration de cette journée en Guinée, la question sur l'insertion socio-professionnelle des jeunes migrants a fait également de rappel auprès des décideurs. Et pendant ce temps, je le disais également, au sommaire, la Guinée s'affiche sur la scène mondiale du tourisme pour la 3e année consécutive. Notre pays participe au Salon international Futur 2026 à Madrid, en Espagne. Un rendez-vous stratégique qui rassemble les plus grands acteurs du secteur et qui offre justement à la Guinée une vitrine d'envergure internationale. On fait le point avec Mohamed Souma et Abakar Amikamara. Cette 3e participation de cette édition de Futur 2026, ici à Madrid en Espagne, est la preuve de l'engagement des autorités guinéennes à faire de la Guinée une principale destination touristique dans le monde, comme ambitionné dans le second pilier du programme Simandou 2040, relatif au développement de l'éducation et de la culture. Cette année, il y a encore une présence remarquable de la Guinée à ce salon qui fait partie des top 3 salons au monde en termes de promotion de destination, en termes d'investissement touristique. Nous avons eu la chance aussi d'être interpellés par certaines personnes qui pensent à faire de l'investissement touristique. Et vu que le nom de la Guinée résonne beaucoup en ce moment avec notre projet phare Simandou, nous voyons beaucoup d'engouement autour de la destination et nous espérons pouvoir concrétiser toutes ces manifestations d'intérêt en projets concrets réalisés. Ce rendez-vous mondial du tourisme a pour objectif de renforcer les relations internationales et le réseautage touristique, l'exploitation des innovations de l'écotourisme et de la durabilité et la promotion des destinations auprès des professionnels et du grand public. Dans un premier temps, ça démontre que le Guinée est présent et ouvert à recevoir les touristes, mais aussi de se positionner par rapport aux régions Afrique en termes de destination touristique. Nous sommes dans un forum qui est une plateforme où on peut donner une visibilité importante sur la Guinée. L'Office national du tourisme s'y investit, le ministère du tourisme s'y investit, ils sont là, ils sont juste derrière moi,
il faille que l'on améliore la visibilité de la Guinée, qu'on prouve, qu'on démontre que la Guinée est effectivement ce paradis. Futur est une plateforme essentielle pour les échanges, les engagements commerciaux et la présentation des tendances du secteur touristique. C'est une opportunité unique pour renforcer la visibilité des destinations et développer des alliances stratégiques. Retour en Guinée et nous allons parler de cette inauguration d'une nouvelle mosquée à Kouroussa. Elle est implantée au quartier Raiko pour le bien de la communauté musulmane impactée par l'exploitation minière de l'entreprise KGM. Les discours ont évoqué les avantages de la cohabitation pacifique, le vivre ensemble et la paix entre entreprises minières et communautés locales. Diamo Kaba est notre correspondant sur place. À Raiko, à la périphérie de Kouroussa, c'est un jour pas comme les autres. À l'origine du réconfort des habitants, l'inauguration de leur maison de Dieu pour répondre aux normes de sécurité. Sa mise en service est un vieux rêve qui se concrétise grâce à l'implication de l'entreprise KGM. Aujourd'hui, la mosquée rénovée est perçue comme un tremplin pour les grandes retrouvailles religieuses. KGM vient de faire l'un des plus beaux cadeaux à la population de Kouroussa et au quartier Raiko. Parce que de toutes les maisons que l'on construit, celle de Dieu qu'on appelle mosquée semble être la meilleure, sinon la meilleure. KGM est là pour nos communautés. Depuis que l'arrivée à Kouroussa, beaucoup de rues sont enregistrées et plusieurs localités changent de visage. Aujourd'hui encore, on félicite cette politique de responsabilité sociétale. À Kouroussa, dans le registre du respect du contenu local, ce projet est hautement symbolique pour KGM, très engagé à soutenir l'esprit du développement à la base. Le coût est estimé à 372 millions de francs guinéens pour améliorer des conditions de vie. Un bel exemple de coopération entre la population et l'entreprise pour promouvoir le développement durable. En un laps de temps, notre entreprise a investi plus d'1 milliard de francs guinéens dans la construction et la rénovation des lieux de culte. Et cela dans le cadre de notre responsabilité sociétale des entreprises. Ces investissements traduisent notre conviction profonde. Le développement minier ne doit pas aller sans le développement humain, spirituel et social. Aujourd'hui, KGM répond à un besoin réel de notre communauté et s'inscrit ainsi dans un partenariat durable avec la population de Kouroussa. À Kouroussa, le maintien du climat de cohabitation pacifique est au cœur des priorités de KGM. Cette cause commune défendue compte prévenir d'éventuels conflits au sein de cette plateforme de l'or. De nouveaux engagements sont renouvelés pour que règne la stabilité au quartier Raiko et au-delà dans tout Kouroussa. Après le sacre, place maintenant aux engagements. Les lauréates du concours Miss Guinée ont reçu leur présence officielle. Matoma Kondé, Miss Guinée 2026, accompagnée de ses dauphines, a bénéficié des dons promis par le Comisgui, une initiative destinée à soutenir la mise en œuvre des projets sociaux et culturels au service des communautés. Mohamed Bangoura et Ablé Diallo. Élue Miss Guinée le 13 décembre dernier, Matoma Kondé reçoit des cadeaux qui symbolisent son nouveau statut. Cette remise marque une étape importante pour son règne, matérialisant son engagement ainsi que la confiance placée en elle. Les précieux sésames sont composés de véhicules, d'une résidence durant son mandat, d'une bourse d'études, d'une enveloppe de 300 millions de francs guinéens et plusieurs autres avantages. Je suis très contente. Aujourd'hui, j'ai reçu tous mes cadeaux. Et je ne peux que dire merci au Comisgui et aux donateurs. Et après, comme dans l'engagement, c'est de représenter la Guinée et porter haut avec fierté nos couleurs de drapeau. À travers ce geste, le Comisgui et ses partenaires réaffirment leur volonté d'accompagner la Miss et ses dauphines dans l'exercice de leur mission en leur offrant un cadre de travail adéquat. Sa mission pendant 1 an va servir la Guinée, servir le branding Guinée et puis faire la promotion de la jeune femme. Je dirais merci au PDG Kerfal Lakamara qui a bien voulu nous soutenir parce qu'il croit à l'excellence, il croit que la Miss ou ses dauphines doivent être dans un environnement sain. C'est une fierté parce que la culture aujourd'hui est en haut niveau
Et cette vision, c'est une vision claire du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, qui a tenu à ce que la culture soit au deuxième pilier du programme Simandou 2040. Aujourd'hui, ces dames sont des ambassadrices de la Guinée. Elles représentent l'espoir. Autre innovation de cette édition Miss Guinée 2025, c'est l'octroi de véhicules à chacune des 2 dauphines. Les bénéficiaires auront pour rôle de promouvoir la richesse culturelle de la Guinée à travers leur image et leurs actions. Et puis c'est la culture guinéenne qui est remise encore une fois sous les projecteurs. La 2e édition de l'émission Parade sur scène de la télévision nationale se tiendra le samedi 24 janvier prochain ici à Conakry. Au cours d'une conférence de presse, les organisateurs ont parlé des préparatifs et de la portée de cet événement dédié à la célébration et à la récompense des meilleurs clips de l'année. Mounir Bari. L'émission Parade sur scène pour sa 2e édition entend apporter des innovations cette année. Cet événement tiré de l'émission Parade de la télévision nationale contribue au divertissement, à la valorisation culturelle et artistique. La 2e édition se tiendra le 24 janvier prochain dans un réceptif hôtelier de la place en présence de plusieurs artistes qui vont prester en communion avec le public mélomane de la musique guinéenne. Prendre les rênes de cette émission, il fallait faire une innovation, il fallait penser pour apporter la touche que j'appelle à la mica. Donc on a pensé Parade sur scène. Au lieu de vous proposer en fin d'année le format traditionnel, on a dit de ramener l'émission Parade sur scène avec les artistes en live, mais pas qu'une célébration artistique. On a pensé aussi à récompenser les clips diffusés dans l'émission Parade. Il y a eu des critères comme la valorisation identitaire et l'éducation, même les tenues vestimentaires ont été prises en compte. Et la valorisation et de la tradition culturelle et de la mode culturelle, tout est mis là-dedans pour justifier la musique guinéenne propre. Pour cette 2e édition, Amicaes Communication, en collaboration avec l'émission Parade de la télévision nationale, a mis la barre très haut avec une panoplie d'innovations. 12 clips sont en lice et les meilleurs seront récompensés sous le regard d'un collège de membres du jury expérimentés à la matière. Nous sommes engagés dans une réforme complète aussi dans l'accompagnement des émissions, mais des initiatives qui vont dans le sens de promouvoir notre patrimoine culturel. Je suis très contente d'être parmi les artistes invités. Voilà, et Inch'Allah, je sais qu'il y aura beaucoup de surprises. À cette occasion, artistes, journalistes et animateurs culturels et autres acteurs de la culture guinéenne seront au rendez-vous pour écrire une nouvelle page de l'histoire de l'événement Parade sur scène de la télévision nationale. Bravo aux organisateurs et bon vent à la 2e édition de Parade sur scène de la télévision nationale. Le rendez-vous, c'est donc ce samedi ici à Conakry. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous.